Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gotchard. On va commencer par des excuses parce qu'on sait qu'on vous a négligé depuis quelques semaines. Malheureusement, on a été un peu coincés dans toutes sortes de choses, mais ça ne nous a pas empêché d'aller ramasser beaucoup d'informations sur l'automobile et vous aurez aujourd'hui une émission qui va être remplie notamment d'un essai que j'ai fait, celui du Nissan Kicks 2025. Moi, de mon côté, je vais vous parler de mon essai de l'Acura ZDX et aussi d'un petit voyage que j'ai fait à Bromont en Ford Explorer. Évidemment, on va conclure ça avec des actualités, certaines plus sérieuses, surtout du côté de chez Volkswagen, j'en dis pas plus, et d'autres un peu moins sérieuses. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Et oui, on vous revient. On s'excuse encore une fois de ce délai impromptu qu'on n'avait pas prévu. Mais bon, il y a des impondérables comme celui-là qui font que malheureusement, on a sauté quelques semaines. Mais là, on est de retour pour de bon avec une émission qui va être intéressante parce qu'il y a vraiment des nouveautés assez particulières. De mon côté, c'est celle du Nissan Kicks. Mais avant de vous parler du Nissan Kicks, je vais me permettre un petit aparté. Je suis allé avec Nissan toujours la semaine précédente à Franklin, au Tennessee. Bon, au Tennessee, pourquoi? Parce que dans cette région-là, c'est là que Nissan a son siège social nord-américain. C'est aussi là qu'ils ont la plus grosse usine. Et ça, c'est assez spectaculaire, William, parce que, honnêtement, c'est gigantesque. Gigantesque, là, c'est 6 millions de pieds carrés, l'équivalent de 113 terrains de football. Il y a des milliers de travailleurs, évidemment, qui sont là. Et quand l'usine est à son plein rendement, elle peut fabriquer jusqu'à 500 000 véhicules par année, soit un à toutes les 30 secondes. Ce qui est assez impressionnant, il faut bien. C'est énorme. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas un modèle sur une ligne de montage. Il y a 2 lignes de montage où on fait 6 modèles, un Infiniti, on assemble même la Nissan Leaf, alors que c'est pas le même moteur du tout. L'un c'est un électrique et l'autre c'est un véhicule à essence. Donc, on est vraiment dans un autre monde. Ça a été très impressionnant, mais c'était pas ça le point de ma visite, évidemment. C'était dans le cadre d'un programme qui s'appelait Fast Forward, où Nissan nous a présenté d'une part en primeur mondiale le nouveau Murano, présenté par nul autre que Brie Larson, la comédienne qui a eu un Oscar, que vous connaissez peut-être pour Captain Marvel, et pour les plus grands cinéphiles, pour un film de 2013 qui s'appelait Room, dans lequel elle est exceptionnelle, où elle fait une femme kidnappée avec son fils dans une pièce fermée. C'est vraiment très bon. C'est pas le film The Room que je connais, là, malheureusement. Non. C'est pas... Non, ça n'a rien à voir. Déception. J'ai pensé que tu me ferais la référence. Alors, je vous invite, si vous faites la recherche, à ne pas vous tromper entre les deux films, parce que vous allez trouver que c'est un peu varié comme façon de faire, disons. Parce que The Room... Mais bon, on parle de char et pas de film. Faudrait qu'on se fasse un podcast de film éventuellement, là. Pas sûr que The Room mérite... En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on a présenté donc le nouveau Nissan Murano, un véhicule qui, je dois le dire, à sa première génération, avait impressionné tout le monde par son style totalement disjoncté, qui arrivait avec quelque chose de complètement nouveau. Rappelle-toi, William, comment la partie avant, on avait l'impression que le pare-choc faisait un sourire. Ta mère avait été choquée après moi parce que j'avais écrit un article, un essai à ce moment-là. Le titre était « Chérie, je me suis enfui avec la voiture ». Puis ta mère disait que j'écrivais pas des choses belles de même sur elle. Bon. Mais bon, c'était vraiment un style particulier. D'ailleurs, on avait baptisé ça la sculpture en mouvement à l'époque. Deuxième génération, un peu plus sobre. Et la troisième génération qu'on nous a présentée récemment, c'est extrêmement sobre. On a perdu le côté innovateur et flyé du design. On arrive avec un VUS qui est beau, mais qui n'est pas exceptionnellement en dehors des normes. On a la partie avant avec la calandre V-Motion qui ressemble à celle du Ariya, si tu veux, du véhicule électrique. Et la partie arrière, au grand désespoir des gens de Nissan, moi, je trouve qu'elle ressemble à une Lexus. Mais bon, évidemment, c'est beau, c'est joli. L'intérieur est magnifique. On a fait un beau travail. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'aller le conduire quelque part en décembre, toujours dans la région du Tennessee. Mais pour le moment, je dois te dire que le design est joli, mais il ressort un peu moins du lot. Par contre, ça nous a permis de rencontrer différents
exécutifs de la compagnie Nissan, dont un monsieur qui s'appelle Pons quelque chose. Là, le nom de famille m'échappe. Il est long comme ça. C'était surtout pour nous dire que ce qui s'en vient du côté de Nissan. Et il y a des affaires quand même intéressantes, il faut le préciser. Cette année, par exemple, on nous arrive avec le Nissan Rogue Rock Creek, qui est une version un peu plus aventurière. On l'a déjà du côté du Pathfinder, on l'amène avec le Rogue. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. C'est Monsieur Pons Pandikutira. Comme tu dis. Non, mais on va quand même lui donner le... On va quand même l'appeler autre chose que Monsieur non-long de même, là, hein? Un peu de respect à Monsieur Pandikutira. Exactement. Et il est le vice-président, je pense, du développement des produits. En tout cas, je n'ai pas le titre exact. Exactement, oui, c'est ça. Chief Planning Officer. Exactement. Alors, et lui nous a dit, bon, mais là, le Rogue Rock Creek s'en vient au Canada, bonne nouvelle. L'an prochain, on arrive avec le Rogue hybride branchable, ce qui n'est pas une si grosse surprise quand on sait qu'on partage avec le Rogue le Mitsubishi Outlander PHEV. Donc, on sait que l'Outlander PHEV va être renouvelé pour 2026. Possiblement que le nouveau Rogue va profiter de cette motorisation remaniée-là. Mais évidemment, on n'a pas de détails. On va aussi ramener la remplaçante de la Leaf, dont on ne sait pas si elle va s'appeler Leaf ou non. Monsieur le vice-président nous a dit... il nous a même posé la question, on était dans une table ronde avec uniquement les journalistes canadiens, et il nous a même posé la question à savoir, est-ce qu'on devrait conserver le nom Leaf? Notre suggestion générale était oui, parce que vous avez un nom qui est évocateur. Hein, Leaf avec un véhicule vert, je trouve que ça va très bien. On connaît déjà le nom aussi, là. On connaît le nom. Déjà avec... Oui, puis c'était un des premiers véhicules électriques. En plus, donc ils ont une historique. Fait que, tu sais, ils ne devraient pas s'en priver, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous écouter, évidemment. Donc, ça se peut qu'ils s'appellent autrement, mais la Leaf arrive. 2027, on arrive avec le e-Power. Le e-Power, en gros, c'est un système hybride qui marche un peu comme la Chevrolet Volt le faisait. C'est-à-dire que c'est un moteur électrique qui propulse la voiture et le moteur à essence est en fait un prolongateur d'autonomie qui ne propulse jamais l'auto et qui sert plutôt à recharger la batterie qui est alimentée comme ça. Donc, c'est un peu comme si tu traînais ta génératrice, là. C'est une hybride de cette façon-là. Donc, il y aura des modèles e-Power qui sont déjà offerts au Japon, qui sont déjà offerts en Europe et qui vont arriver 2027 au Canada. 2028, on arrive avec une batterie qui s'appelle la batterie Solid State, batterie à l'état solide. Donc, si ça se confirme, ce sont des batteries qui divisent le poids par deux, qui divisent le coût d'opération par deux, qui divisent l'espace par deux, mais qui multiplient par deux la capacité de recharge. Ça pourrait tout changer, ça, dans le fond, là. Si ça arrive, effectivement, ça pourrait changer bien des choses. Et d'ailleurs, dans cet ordre-là, l'affirmation la plus importante que M. Pons a faite, c'est qu'en 2030, le prix des voitures électriques va être le même que le prix des voitures à essence. Bon, si on était capable d'arriver là, on ferait un grand pas de l'avant, là. Les mauvais angles vont te dire, est-ce que c'est parce qu'on va augmenter le prix des voitures à essence ou qu'on va baisser le prix des voitures électriques? On n'a pas... Les voitures à essence vont augmenter de toute façon. Les voitures à essence augmentent en ce moment même, peu importe ce qui se passe du côté des électriques. Donc, Je suis d'accord. Et c'est sûr qu'il n'y aura pas de baisse drastique, mais on va effectivement arriver à une moyenne. Donc, on dit que 2030, il y aura la parité. Si c'est le cas, ben là, évidemment, ça va changer pas mal de choses et ça va changer aussi au niveau de la production, bien entendu. Ça, c'était le fast-forward de Nissan. Fast-forward 2 semaines plus tard, une semaine plus tard, où là, je me suis retrouvé dans la région de Québec pour aller essayer le nouveau Nissan Kicks 2025. Un véhicule qui a été complètement repensé, refait, nouvelle plateforme CMF-B, c'est-à-dire une plateforme qui est faite pour des VUS compacts de catégorie B, qui est un peu plus grande. Elle a 58 mm de plus en longueur, 40 de plus en largeur, 22 mm de plus en hauteur. Donc, on a un véhicule qui est plus imposant, qui est plus gros, excusez, et qui vraiment est mieux affirmé en termes de style. Encore assez semblable, mais on a encore une fois repris les éléments classiques de Nissan, la fameuse calandre en V-Motion et tout ce qui vient avec. Donc, ça, c'est la partie que l'on connaît et que l'on voit du Kicks. On a gardé certains des éléments un peu plus funky en termes de style, les couleurs un peu flyées. Mon véhicule d'essai, entre autres, était d'un jaune serein absolument brillant. D'ailleurs... J'aime ça, moi. J'aime ça. Les couleurs comme ça, pétantes. On n'en voit plus beaucoup. Quand je suis arrivé et que j'ai vu ce véhicule-là, j'ai demandé au responsable est-ce qu'on peut avoir ce véhicule-là pour le tournage qu'on a à faire. C'est ce que je voulais. Je me suis ramassé d'ailleurs, ça a été un peu particulier. Là. Je me suis ramassé en plein milieu de la place Royale à Québec, dans le Vieux-Québec, où il n'y a pas beaucoup de circulation automobile, voire pas du tout en fait.
Mais il y a beaucoup, beaucoup de circulation à pied de touristes. Je sais pas, je suis allé me planter là pour faire le topo vidéo, entre autres, une partie du topo. Je t'avoue qu'il y a des tonnes de personnes qui vont m'avoir sur leurs photos maintenant. Ils photographiaient la voiture, mais j'étais devant parce que j'étais en train de faire mon reportage. Fait qu'il y a plein de monde qui ont des photos de moi, de ce Kicks jaune-là. Et les commentaires ont tous été très unanimes à dire la couleur, elle était excellente. Bref, ceci étant dit, c'est un des volets. On a quand même les carrosseries à 2 tons. Donc, la carrosserie d'une couleur, le toit d'une autre couleur. Tu te rappelles qu'actuellement, le Kicks fait ça en gris et orange. On a les mêmes combinaisons de couleurs avec le nouveau Kicks. Parmi les autres changements, évidemment, l'intérieur complètement repensé, un peu comme ce que les autres font. Double écran, 12.3 pouces, système d'infodivertissement au centre, qui va bien, qui est efficace. Apple CarPlay, Android Auto de série, sans fil, sur toutes les versions. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et dans les versions les plus haut de gamme, comme la SR que moi j'ai essayé, on a un système audio Bose 10 haut-parleurs qui est vraiment spectaculaire. On avait déjà une partie de ça dans l'ancienne génération. On la conserve dans la nouvelle génération avec des haut-parleurs dans les appuis-têtes. Et ça te donne vraiment un son surround incroyable. Bon, je sais que c'est pas ta tasse de thé, mais on nous a fait écouter la tune Money que tu connais peut-être. Et qui a... Mais quoi, c'est pas ma tasse de thé? C'est pas du Pink Floyd? Oui, mais depuis quand t'écoutes Ben, c'est Pink Floyd? définitivement ma tasse de thé. Continue, c'est chats. Je savais pas que t'écoutais Pink Floyd. Je connais les autres, là. Mais Pink Floyd, je n'étais pas sûr que c'était dans ta catégorie. Bref. Ben là, quand même, ne me sous-estimez pas. Alors, Money, qui est une pièce, si vous ne la connaissez pas, où il y a plusieurs sons, entre autres des sous qui tombent, des papiers qui sont déchirés, des trucs comme ça. Et c'est vraiment autour de nous. Et dans la voiture, on avait vraiment l'impression d'être au centre de ça. Donc ça, c'est très, très bien réussi. Ça s'appelle d'ailleurs le personnel, je sais pas trop quoi, surround, là, c'est fait pour ça. Autre changement très important, motorisation différente. On a oublié le petit 1.6 qu'il y avait là. On arrive avec un moteur 4 cylindres 2 litres de 141 chevaux, c'est-à-dire une vingtaine de chevaux de plus que ce qu'il y avait auparavant. Même chose au niveau des livres-pieds de couple. On est rendu à 140 livres-pieds de couple contre les 120 d'auparavant. Ça fait donc un véhicule qui est définitivement plus nerveux. Ajoute à ça une transmission CVT toujours, la Xtronic, mais on l'a un peu améliorée. C'est pas encore parfait, ça demeure encore une CVT, mais elle hurle moins à la mort quand on appuie sur l'accélérateur. Là. Elle est capable de suivre un peu mieux, surtout qu'on est quand même dans un véhicule qui est relativement urbain. Autre grande nouvelle, rouage intégral disponible, ce qui n'était pas le cas de l'ancien Kicks, bien entendu. Il n'y avait pas ça. Avec le rouage intégral, on arrive aussi avec des suspensions indépendantes à l'arrière, multibras. Donc, c'est des suspensions au lieu d'un essieu rigide, là, comme on a sur les tractions avant. C'est vraiment beaucoup plus souple, beaucoup plus doux en conduite. On le sent. La direction est aussi beaucoup plus précise qu'elle ne l'était. On n'est pas obligé de se battre avec. Ça nous amène vraiment dans un endroit où c'est le fun à conduire. C'est pas sportif. Ça demeure un petit VUS, surtout urbain, mais honnêtement, c'est un net pas en avant pour le Nissan Kicks. C'est aussi un net pas en avant, tu t'en doutes, pour le prix, puisqu'on passe à 27 199 $ de base. C'est très abordable, ça, quand même, là, pour un véhicule en 2024. Là. Ouais, mais je vais aller plus loin que ça. Nissan a décidé de miser sur une stratégie particulière, c'est qu'il arrive avec le Nissan Kicks, dont je te parle depuis tantôt, mais on nous propose aussi le Kicks Play. Le Kicks Play, en fait, c'est l'ancienne génération du Kicks qu'on a décidé de continuer à vendre sur le marché canadien. Donc, non, il n'est pas intégral. Oui, il y a encore le petit moteur 120 chevaux, mais il est à 22 000, 23 000 $, donc près de 4 500 moins que l'autre. Rendu là, c'est pratiquement le véhicule le moins cher sur le marché neuf, là, à 22 000 $. C'est un des moins chers, effectivement. Il est en concurrence avec le Hyundai Venue. Il est en concurrence avec des trucs comme ça. Donc, on est vraiment dans un des véhicules les moins chers. Mais vous aurez le choix. Si vous n'avez pas besoin d'attraction intégrale, si vous cherchez un deuxième véhicule pour la ville, quelque chose de le fun, quand même d'agréable, pas parfait, loin de là, mais vous pouvez compter sur l'ancienne génération qui s'appelle, je le répète, le Kicks Play. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus dynamique quand même, avec un rouage intégral, quelque chose d'intéressant, mais là, vous vous ramassez avec le Kicks 2025, qui est vraiment plus cute et qui est vraiment intéressant. Donc, un véhicule qui est un grand pas en avant. Bien sûr, les versions les plus équipées, là, les SR avec le Bose, puis le système premium et tout ce que tu voudras, c'est aux alentours de 36 000. Mais on est en concurrence avec ce qui se fait dans ce milieu-là. Donc,
pas de grande surprise, mais un véhicule vraiment cute, vraiment agréable, bien pensé, mieux insonorisé aussi, ce qui n'est pas de mauvaise nouvelle, parce que, évidemment, ces petits véhicules-là, on entend souvent les bruits de roulement. Donc, quand même, un véhicule, le fun, bien réussi, et tu l'as mentionné, pas si dispendieux par rapport à ce qu'il nous propose. Voilà. Toi, tu es allé dans plus gros un peu, par contre. Oui, légèrement, hein, puis légèrement plus dispendieux aussi si on commence avec l'Acura ZDX. Ben, c'est sûr que quand on rentre dans ces marques-là, des marques de luxe, euh, on sait que le budget va falloir qu'il augmente un peu. Juste la version que j'avais, qui était la version de base, elle est quand même près de 87 500 $, hein, donc j'ai inclus les frais de transport et de préparation là-dessus. Mais mettons qu'on arrondit à 90 000 là, parce qu'on va se prendre une ou deux options. Un véhicule à 90 000, je pense qu'on entre quand même dans une catégorie qui se doit, selon moi, d'être nettement supérieure à ce qu'on peut avoir dans des marques qui ne sont pas de luxe. Hein. Je pense que à ce prix-là, on est en droit de s'attendre. Puis je suis conscient aussi que c'est pas nécessairement un véhicule qui va être pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est quand même un VUS électrique intéressant parce que oui, électrique. Le nom avait déjà été utilisé là, il y a presque 10 ans, même plus que 10 ans si je me souviens bien, pour un autre véhicule, mais Acura a décidé de revenir avec le nom ZDX cette année pour un véhicule électrique, là, mais à part le nom, on parle de pratiquement un véhicule complètement différent qui s'en inspire peut-être un peu au niveau des lignes, là, mais pas plus. On est dans un véhicule qui est quand même intéressant au niveau de la motorisation électrique. Hein. On parle d'un moteur de 490 chevaux, 437 livres-pieds de couple, et ça, je répète, c'est sur la version de base quand même, là, avec le rouage intégral, 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Franchement, c'est agréable. La version là qui s'appelle la type S, elle est quand même pas mal plus dispendieuse. Elle s'approche plus du 95 000 $, mais elle va plutôt offrir une puissance qui va aller jusqu'à 500 chevaux. Donc, si c'est vraiment la performance qui vous intéresse, peut-être que ça pourrait aller jusque-là, mais pour 10 chevaux, pour 5 000, c'est pas énorme. Je serais intéressé de savoir s'il y a d'autres changements au niveau de la mécanique qui se ressentent au niveau de la conduite. Mais bon, dans tous les cas, un véhicule électrique, c'est certain que ça a une accélération que moi, personnellement, j'apprécie. Je trouve que c'est dynamique. Je le dis souvent, mais j'ai pas nécessairement le rapport presque sentimental, presque émotif que certaines personnes, écoute, sans vouloir être plate, peut-être plus de ta génération que de la mienne, peuvent Je avoir avec... l'attendais. Tu fais de l'agisme en plus, c'est épouvantable. C'est pas de l'agisme, je pense que, écoute, j'ai appris à conduire il y a moins de 10 ans, t'as appris à conduire il y a peut-être un petit peu plus de temps que ça, donc nécessairement, je pense que on s'habitue, hein, t'as conduit toute ta vie des véhicules à essence. Moi, j'ai pas cette connexion-là, puis j'aime ça, les accélérations de véhicules électriques, surtout quand on a un bon couple comme ça, une bonne puissance. Ça reste que c'est lourd, hein, un VUS électrique, surtout avec une batterie qui est quand même de 102 kWh. C'est une bonne batterie, on le ressent, hein, quand on le compare avec le même type de véhicule, le même format de véhicule, mais à essence. C'est certain qu'il y a un poids supplémentaire du point de vue des électriques, au niveau des électriques, qui se ressent, mais malgré tout, il y a moyen d'avoir un dynamisme intéressant, les accélérations sur les autoroutes et tout ça, surtout si on change de mode de conduite. Évidemment, ça rend l'accélération toujours un peu plus réactive. Donc, si on change de mode de conduite, je pense qu'il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir avec ça, peu importe sa position sur les moteurs thermiques. Non, écoute, on n'est pas contre les voitures électriques, mais il y a le côté, espèce de petite vibration particulière qui vient avec un moteur à essence. Mais attention, on va aussi quand même aller plus loin. C'est pas tous les moteurs à essence. Ça nous prend quand même un moteur à essence qui nous amène quelque chose d'un peu plus. Tu sais, on le sait qu'un gros V8, ça pollue en masse, puis c'est pas bon. Mais il y a un petit quelque chose quand on entend le ronron. Là. C'est différent un peu. Écoute, je peux tout à fait comprendre, puis moi ici je le comparais, je dirais un moteur de 500 chevaux, 400 livres-pieds de couple à peu près, autant essence que thermique, tu sais, c'est certain qu'il y a une différence dans le feeling de conduite, là, il faut se le dire, c'est pas nécessairement la même réponse, juste tantôt on parlait des moteurs turbo, hein, qui ont un sentiment d'accélération vraiment différent, donc ça c'était hors d'onde, là, mais on s'en parlait tout à l'heure, donc je pense qu'il y a quand même un sentiment qui est différent, qui est doux, plus avec les moteurs électriques, on dirait. Mais bon, écoute, rendu là, je pense que c'est une question de goût plus que d'autres choses. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le conduire. J'ai eu un peu moins de plaisir à le recharger, cependant.
Je vais Pourquoi? t'expliquer. Écoute, normalement, il n'y a pas trop de problème. On va sur les bornes de niveau 2. J'ai pas de borne chez moi. On est dans un coin à Montréal, mais il y en a plusieurs, donc on va se stationner. Mais là, j'ai décidé d'aller essayer une borne rapide. J'avais quelque chose tout de suite après. Il fallait qu'on ait reporté l'auto. J'ai pas été capable de recharger à la vitesse annoncée par Acura. J'ai jamais réussi à prendre tous les watts que c'était supposé être. J'étais sur une borne de 180 watts. J'ai jamais réussi à aller au-dessus de 60 en recharge. Et 60. Ouais, 60. Je sais pas si c'est un problème avec le véhicule que j'avais en tant que tel. C'est pas supposé faire ça. Ça m'a pris 45 minutes pour quelques dizaines de pourcents à peine, tandis que normalement, 45 minutes, ça aurait dû être pratiquement toute la batterie qui se rechargeait sur une borne comme ça. Et on le sait que la plateforme Ultium, là, parce que c'est la plateforme qui a été développée avec General Motors, entre autres. C'est la même plateforme pour l'Acura ZDX. On le sait que cette plateforme-là, elle est capable de recharger plus vite que ça. On sait qu'elle est capable, là, sans nécessairement prendre les 180 watts à 100% du temps, je suis conscient, elle est capable de recharger plus vite que ça. Donc moi, j'ai été particulièrement déçu de mon expérience. Je serais curieux de savoir si c'est le véhicule en tant que tel, le modèle que j'avais, ou si c'est un problème qui est récurrent avec les ZDX. Mais écoute, tu t'en souviens, je t'ai appelé en disant je ne me l'explique pas, ça recharge pas. J'ai regardé à travers les paramètres, j'ai pas réussi. On m'a dit qu'il y avait un paramètre de recharge dans quelque part. Peu importe ce que je changeais, j'ai jamais réussi à exploiter complètement la recharge. Donc, je serais curieux de savoir là, si c'est un problème que d'autres gens ont eu. Il faudrait peut-être que je fasse une recherche sur Internet. J'ai même pas pensé à le faire. Mais tout ça pour dire, c'est le seul hic que j'ai eu. Parce que, en général, c'est un très bon véhicule. Comme j'ai dit, j'ai aimé la conduite. Je trouve qu'on a un intérieur qui est quand même assez spacieux. On a un intérieur qui est assez confortable aussi, hein, une finition qui est intéressante, des matériaux qui sont intéressants. On a un écran, comme tous les véhicules aujourd'hui, on a quand même un écran assez gros avec un système d'infodivertissement. Moi, je l'aime bien. Hein, le système d'infodivertissement en général chez Honda, je l'aime bien. Je trouve qu'il est assez efficace. C'est pas mon préféré, mais quand même, il fonctionne bien. Donc, j'ai rien à dire vraiment sur le système en tant que tel. Une chose qui m'a surpris cependant, il n'y a pas de caméra 360. Oh non? Ce qui est une déception sur un véhicule à 90 000 quand même. Et on a évidemment là, la détection des angles morts, on a des caméras, mais on n'a pas la caméra 360, ce qui m'a surpris quand même sur un véhicule de ce calibre-là. Juste te dire qu'on l'a sur le Nissan Kicks 2025 à 34 000 $. Ben, écoute, c'est un peu décevant dans ce cas-là de l'entendre parce que sinon tout le reste là des technologies de sécurité, tout ça, c'est très efficace, mais en même temps aujourd'hui presque tous les véhicules, ça se ressemble tellement là au niveau des trucs de sécurité, avertissement d'angle mort, sortie de voie, je crois pas que c'est l'argument que c'était il y a quelques années là pour charger aussi cher. Je pense que ça paraît à travers ma critique. J'ai de la misère à justifier le prix de ça. J'ai de la misère à justifier 90 000 $. La seule raison, c'est qu'il est électrique. C'est littéralement la seule raison pour laquelle il est ce prix-là, parce que la réalité, c'est que c'est un véhicule qui vaut peut-être 20 000, 30 000 $ de moins que ça. Mais vu qu'il est électrique et que c'est une Acura, j'ai l'impression qu'on se permet peut-être de charger un peu plus, parce que je trouve que c'est une très bonne transition vers l'autre véhicule que je vais te parler. Ça, c'est un véhicule à essence, hein? Il faut quand même qu'on le spécifie. Mais le Ford Explorer, on est dans quelque chose qui est presque similaire en termes d'expérience, ok? Et qui même à sa version la plus chère, la plus haut de gamme, la version ST, va venir à quelque chose comme 71 000 $. C'est pas donné, mais on est loin du 90 000 du véhicule de luxe de l'Acura. Là. Encore une fois, le Ford Explorer, une de mes critiques, un de mes points négatifs, c'est que je paierais pas 71 000 $ pour avoir la version ST. Donc, écoute, ça peut peut-être donner une idée encore plus d'à quel point l'Acura, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu hors de sa catégorie. Je me dis à 90 000, j'irais mal justifier m'acheter cette Acura-là plutôt qu'un autre véhicule. Avec cet argent-là, j'irais m'acheter un autre véhicule électrique, une Ioniq 6. Quelle surprise, hein, William dit qu'il irait s'acheter une Ioniq, là. Une Ioniq 5, Ioniq 6, quelque chose comme ça. Une Ford Mach-E, même, qui va aller offrir des performances extrêmement similaires dans un format que je préfère personnellement. Mais bon, on n'est pas nécessairement dans le même luxe. Mais la raison pour laquelle je dis que c'est une bonne transition vers l'Explorer, c'est que cette année, spécifiquement la version 2025, a été quand même améliorée, grandement améliorée, je dirais, au niveau de sa finition intérieure. On a enlevé les plastiques durs. Moi, là, s'il y a une chose que je trouve qui fait cheap sur un char,
c'est quand tu roules puis que t'entends les plastiques craquer. C'est probablement la marque, selon moi, d'un design qui manque un peu de raffinement. Donc, Ford est vraiment venu s'attaquer à ça, et je trouve qu'on se ramasse avec un habitacle qui est très similaire à la marque de luxe, justement, avec des matériaux qui vont être doux, avec des surfaces qui vont être rembourrées, donc il n'y a plus de plastique dur, il n'y a plus de coins, disons, à angle droit, on est dans l'arrondi. Moi, je trouve que le résultat est très réussi, et que justement, on se ramasse à aller jouer un peu dans la cour là, des compagnies à la Acura, écoute, potentiellement même là, chez les Allemandes, sans dire qu'on arrive au point de vue d'une BMW au niveau motorisation ou quoi que ce soit. Je pense qu'en termes de design, c'est clairement là-dedans qu'on veut aller jouer. Je Wow, l'ai OK. pas. C'est de l'ambition, ça, là. Ben, c'est ce qu'on nous a dit, hein, et c'est pour ça qu'on justifie le prix de 71 000 en disant que, dans le fond, si on allait chercher un véhicule qui est de ce calibre, et là, j'utilise les mots de Ford, là, je sais pas à quel point je suis tout à fait d'accord, on devrait se tourner vers des Allemandes à 90 000, 100 000 pour avoir le même calibre en termes de finition, en termes de luxe. Je suis d'accord en partie, ça a été très réussi, je trouve, la finition à l'intérieur. Est-ce qu'on arrive du point de vue d'une BMW? Est-ce qu'on arrive du point de vue d'une Mercedes? Je pense que Ford ici s'en met peut-être un peu plein les yeux avec sa propre technologie, là, je sais pas. Je pense pas qu'on est rendu là, mais quand même, si on va regarder les versions ST, on a aussi un moteur qui est assez puissant. On a un moteur de 400 chevaux, 415 livres-pieds de couple. Donc ça, c'est un moteur V6, hein? Encore une fois, Ouais. c'est ce qu'on nous dit. Si on voulait avoir ce genre de puissance-là pour un 3 rangées, rappelons que c'est un petit 7 passagers, mais quand même un 7 passagers, hein? C'est un petit 3 rangées, on n'est pas du côté de l'Expedition. Ben, on nous dit, si on voulait aller vers un 7 passagers de ce calibre-là, il faudrait encore une fois dépenser des dizaines de milliers de dollars de plus. Ce qui est quand même impressionnant, je veux dire, il faut le dire, là. Tu l'as dit, c'est un 7 passagers, 400 chevaux. C'est pas. Écoute, personnellement, j'ai essayé la version ST, donc j'ai essayé la version puissante. C'est vrai quand même là, qu'on n'a aucun problème avec l'accélération, on n'a aucun problème à donner du jus. Et je l'ai pas essayé pendant une semaine complète, je l'ai essayé, j'ai fait un... D'habitude, on part en Colombie-Britannique, là, où toi, tu vas en Europe, ou peu importe, là, mais moi, j'ai fait Brossard-Bromont, OK? Et on est allé sur le mont Brome. C'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un petit peu moins exotique, là, mais quand même, on a été faire du hors-route. C'était ma première fois en hors-route, et j'ai été assez impressionné aussi par la mécanique, surtout la suspension. Parce que, bon, des fois, avec une suspension, on a soit quelque chose qui est trop mou, on a quelque chose qui va nous trop absorber les chocs, on n'a plus vraiment de plaisir à conduire, ou on a quelque chose qui est trop dur, où là, ça va être une conduite qui va être désagréable parce qu'on va se faire brasser à droite à gauche. Mais là, je trouve qu'on a vraiment réussi à avoir une suspension intéressante qui était ni trop dure, ni trop molle. Et quelque chose aussi, on a changé de mode de conduite pour le mode hors-route, et je trouve qu'on a réussi à vraiment faire un mode de conduite intéressant pour le hors-route avec une adhérence qui était nettement supérieure là, quand on le comparait à la route normale. Franchement, j'ai trouvé que c'était une belle façon de nous montrer cette mécanique-là. On nous a aussi parlé de la nouvelle expérience digitale. Écoute, ça, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Là. Le gars qui l'a designé, entre autres, était là. Il nous a tout mentionné. On nous a présenté aussi la nouvelle version du Ford Expedition. Donc, j'en ai glissé un mot plus tôt. On l'a pas essayé. Donc, je peux pas vraiment en parler là en plus de détails. On a quand même appliqué à peu près la même philosophie, c'est-à-dire, bon, les plastiques durs remplacés par des surfaces molles, la nouvelle expérience digitale, tout ça. On a appliqué la même philosophie. On a rajouté aussi le tailgate seat. Donc, ça, je sais pas si t'as vu ça. Ah, un tailgate, un party de pré-match où on va manger des ailes de poulet et boire de la bière. Ben, c'est littéralement le siège pour s'asseoir et manger ses ailes de poulet et boire sa bière. Donc, quand on ouvre la valise, on peut redresser un dossier pour s'asseoir en arrière. On nous a dit que c'était parfait pour le camping, tout ça. Écoute, est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas. Mais est-ce que c'est drôle? Quand même. Est-ce que tu l'as essayé?
Je l'ai pas essayé moi-même, non, mais on nous l'a montré. Écoute, c'est sûr que c'est pas l'affaire la plus confortable. T'es quand même assis dans ta valise, là, sur un petit truc rembourré, mais ça ressemble plus à un siège sur un bateau ou quelque chose comme ça, là. Ah, Mais mais j'étais curieux de voir quel genre de confort ça pouvait te procurer. écoute, je pense que c'est assez de confort pour manger des ailes de poulet puis s'asseoir devant le feu, mais c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'au cinéparc, on préférerait s'asseoir dans l'habitacle, là. OK. Dans tous les cas, on a quand même aussi un écran de 13 pouces, donc sur les deux véhicules, 13,2 pouces. Euh, et sur l'Expedition aussi, il y a une affaire que je sais, je crois que ça te gosse quand même pas mal, là. Le nouveau volant n'est pas circulaire. Ah oui, ça, j'haïs ça. Ouais, Ah, hein? ça m'énerve, ça. Mais en même temps, tu sais, tu dis, OK, c'est correct, là, ma bédaine ayant pris de l'ampleur au fil des années, ça permet d'avoir un peu plus de latitude, mais j'aime pas les volants semi-carrés en bas, là. C'est supposé être Exact. super sportif, là, mais j'en vois pas l'utilité. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Puis aussi, on a rajouté, d'ailleurs, ça m'a bien fait rire parce que on a mis un nouveau écran d'instrumentation de 24 pouces et la justification de Ford, c'est pour que le pilote garde les yeux sur la route. Mais oui, t'as un écran de 24 pouces, pourquoi ne pas regarder la route? C'est comme... Ça m'a un peu confus comme justification, mais bon, écoute. Et aussi, là, donc, pas du tout de bouton physique. Ça me gosse. Mais c'est la philosophie Ford. Ils font exactement ça sur la Mach-E aussi. Pas de bouton physique. Tout est contrôlé uniquement par l'écran. Ah, mais ça, Euh, c'est la nouvelle méthode. Tu vois, là, j'ai regardé, puis je vais le conduire bientôt, le Volvo X30, puis il n'y a pas de bouton. Si tu veux ouvrir le coffre à gants, il faut que tu passes par l'écran central. ah, ça me gosse, là. Le bouton pour le coffre à gants, là, ça, c'est un peu too much. C'était une des affaires qu'on avait reproché à la Lucid Air, entre autres. Ouais. Sincèrement, là, ça me dérange un peu. Mais bon, en tant que tel, on l'a pas essayé, mais j'imagine aussi que en termes de Blue Cruise, il y a eu une mise à jour récemment, hein, le système de conduite main libre. On l'a essayé sur l'Explorer. Très bon système. Moi, personnellement, je suis quand même un grand fan de ça sur les autoroutes. Surtout, là, la version qui change de voie. Moi C'est aussi, pas de très plus en plus. stressant. De plus en Mais bon. plus, moi aussi. Mais bon, si j'avais à dire par contre ma cote finale, là, ce serait que la version ST, la version Platinum, quand on tombe sur les versions au-dessus là, de 70 000 ou mettons 67 000 là, pour la version Platinum, donc non, un peu moins que ça, 63 000 pour la version Platinum, désolé. Je pense que c'est un petit peu trop quand même. La version Platinum à 63 000, d'ailleurs, ne vient pas avec le moteur V6, mais vient avec le moteur normal EcoBoost là, à 4 cylindres. Moi, je pense que si on est sur le marché pour s'acheter un véhicule 7 passagers, je crois pas qu'on est là pour la version... Ah oui, la fonction massage d'ailleurs là, de la version ST. Je pense qu'on est plus là pour avoir un véhicule qui est pratique. Je pense qu'on est plus là pour avoir un véhicule qui va faire sa job au quotidien. Puis je pense que d'aller dans la version ST Line, donc qui est pas la version de base, mais qui est pas la version non plus haut de gamme, va être suffisant pour la plupart des usages, même si ça n'a pas les 400 chevaux, c'est 300 chevaux. Oui, c'est un peu lourd. Oui, c'est pas nécessairement ultra agile. Probablement pas autant que la version EcoBoost V6. Mais regarde, est-ce que tu t'achètes vraiment un Ford Explorer pour être agile? Moi, je pense pas. Ben non. Puis à ce niveau-là, je pense que la version ST Line va probablement plaire à plus de gens que la version ST là, haut de gamme. Ouais, puis je pense que, comme tu l'as dit, le prix étant ce qu'il est, à un moment donné, faut se calmer un peu aussi là-dessus. On peut Là. s'en tirer en bas de 55 000 là, pour les versions, pour la version de base, les versions actives, là, si ça peut donner une idée, comparativement aux 71 000 de la version ST. Donc, je comprends qu'on a 100 chevaux de plus. Je suis pas certain que je suis prêt à débourser 15 000 cependant pour cette puissance-là. D'accord avec toi, mon cher. Une fois ces essais-là terminés, on va passer à des notes d'actualité parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans l'actualité. Et une des nouvelles les plus importantes qu'on a vues au cours des derniers jours, c'est la situation de la compagnie Volkswagen. Ah ouais, Volkswagen, hein? écoute, ils ont des problèmes financiers, hein, ils l'ont dit, ils ont eu pas mal de problèmes à différents niveaux. Là, ils parlent de fermer des usines en Allemagne. On parle de jusqu'à 3 usines en Allemagne qui pourraient coûter l'emploi à 25 à 30 000 travailleurs, ce qui est énorme. C'est un des plus gros employeurs hein, en Allemagne. C'est fou, c'est 300 000 employés à travers toute l'Allemagne. C'est fou. Et en fait, ils sont
En 87 ans, ce serait la première fois que Volkswagen fermerait des usines en Allemagne. On parle aussi de fermer au moins une usine dans un autre pays, là, mais on n'est pas... on n'a En rien Belgique, confirmé. oui, mais c'est... Oui. Oui, on l'a confirmé. On l'a confirmé qu'on allait fermer l'usine Ah oui? de l'Audi Q8 e-tron. On avait déjà dit qu'on allait arrêter la production de l'Audi e-tron. Ça fait un petit bout qu'on l'avait dit. Ben, Oui. un mois à peu près. 1 ou 2 mois. Mais là, on a confirmé que l'usine allait carrément fermer aussi. Là. Ouf, ça, tu vois, celle-là, je l'ai manqué. Je sais qu'ils ont eu un avertissement aussi de la part du chancelier allemand qui leur a dit, ben, vous pouvez pas faire ça, puis il faut trouver des moyens de l'éviter. Ils ont un comité directoire, donc, qui comprend entre autres des employés qui essayent de s'opposer aux décisions de Volkswagen. Mais ajoute à ça tous les autres problèmes qui s'alignent. Je pense au ID4, entre autres, qui a un problème. Ben oui, hein, il y a eu un rappel avec l'ID4. On parle de quasiment 20 000, même plus que 20 000 unités au Canada, là, quand Ouais. même. Donc, 20 000 unités au Canada. Et ça, c'est sur toutes les années de l'ID4, donc de 2021 à 2024, à cause d'un problème de poignée, c'est ça? Ouais, en fait, le problème, c'est que l'eau s'infiltrerait dans les poignées, ça créerait un court-circuit et la portière pourrait s'ouvrir en roulant, ce qui n'est pas nécessairement l'affaire la plus sécuritaire au monde. Et le problème est tellement grave, en fait, qu'on a arrêté les ventes et les livraisons de l'ID4. Oui, Puis puis on même a la toujours... production. Oui, oui, puis, mais même les gens qui l'ont acheté, qui l'ont payé, ben, qui ont signé le contrat, ils attendaient leur Ah, voiture, ouais. là, et ils l'ont pas. Ils peuvent pas l'avoir. Tu vois, ça, c'est moi qui a manqué ça, là. Ah, ouais, c'est fou. Imagine, t'as déboursé tout cet argent-là, puis on te Mais dit, là, hop, Là, tu l'as pas déboursé parce qu'évidemment, tu n'as pas eu ton auto, donc tu n'as pas tout signé, mais tu es prêt, là, tu l'attends, là, tu vas t'as l'avoir. Là. préparé, du moins, sans débourser. Ouais. T'as un achat Ouais. important qui s'en vient. Débourser, t'es pas le bon mot, mais je veux dire budgéter. T'as budgété Ouais. tout cet argent-là, était Oui, le puis terme que je tu cherchais. as peut-être déjà vendu ton autre voiture, ou tu sais, je sais pas, là. Donc, évidemment, ça, c'est un problème. Et le gros problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas trouvé la solution. Ben oui, c'est pas Alors, pratique, ça. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec Volkswagen, qui est une compagnie qui a de la misère parce que, ajoute à ça un autre élément dont on parle peu, c'est que les concessionnaires ne sont pas particulièrement heureux de ce qui se passe chez Volkswagen. Parce qu'il y a beaucoup de modèles qu'on n'a plus, ou presque plus. Tu sais, oui, on vend des Golf, on vend des GTI puis des Golf R, mais on ne vend plus de Golf. Euh, Qu'est-ce qu'on a chez Volkswagen? On a le Taos, le Tiguan, l'Atlas, le Crossport. On a le ID4 qu'on ne peut pas vendre malheureusement. Puis sur les deux modèles que tu viens de nommer, il y en a 3 qui ont subi une augmentation de prix dans les derniers mois. Le Taos Ouais. en a subi une gigantesque, je crois que c'était le mois dernier. Oui. Rajoute à ça, il te reste quoi après, là? Il reste la Jetta et la Jetta GLI, qui est une version de performance. On va avoir un ID Buzz un jour. Mais l'ID Buzz, il est là. Mais 80 000 Ben oui, mais c'est ça, mais ce pour que je veux dire, 300. c'est que on l'a pas, on l'a, mais on l'a pas, là. On l'a, mais c'est Il pas un arrive, vrai. là, il a Oui, commencé c'est... à arriver, là. Mais à 340 km d'autonomie, excuse-moi, là, si tu veux faire la van life comme on nous propose avec l'ID Buzz, puis tu as 300 km d'autonomie, Ah, tu vas camper ses bornes dans ta boîte. tu vas camper ses bornes, puis ça te prend toujours bien 80 000 $ pour le faire. Tu sais, en partant, le prix est excessif. Il y a quoi? Il y a la ID7 qui va arriver, qui est une grosse berline de luxe. Alors, les concessionnaires n'ont à peu près plus rien d'intéressant à vendre. Il y a des tonnes de modèles européens qu'on n'a jamais vus chez nous. Les ID3, même les ID4 GDX de performance. On n'a jamais vu ça chez nous. Il y a des camions pick-up, le fameux Amarok ou le petit VUS, le T-Rock, qui sont des véhicules européens qu'on n'a jamais vus chez nous. Donc ça va pas bien. Et pendant ce temps-là, Volkswagen investit dans une compagnie qui s'appelle Scout Motors, qui nous présente 2 modèles électriques. Un VUS et un pick-up, mais qui ne seront pas vendus chez les concessionnaires. Ils sont vendus en ligne comme Tesla le fait. Alors, il y a, au Canada, bien, je ne sais pas, mais aux États-Unis, on a entendu un vent d'insatisfaction de la part des concessionnaires Volkswagen qui disent, ben là, avez-vous fini de nous niaiser? Qu'est-ce qu'on va vendre, nous autres? Alors, je ne sais pas comment tout ça va débouler pour Volkswagen. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans l'avenir, mais c'est pas drôle la situation Volkswagen actuellement. Ben non, absolument pas. Puis en plus, on parle aussi de coupure pour la paye des employés jusqu'à 10%. Le syndicat dit, vous pouvez pas faire ça. J'aurais tendance à être un peu d'accord avec le syndicat, là. C'est quand même Je suis assez d'accord aussi. C'est quand même un peu quelque chose. Puis après ça, qu'est-ce qu'on nous présente sur le côté en termes d'idées d'affaires? On nous présente Volkswagen Flex.
qui est un service qui va permettre... T'as pas vu ça? Donc, c'est un service qui a été présenté, je crois que c'était hier même, il y a quelques jours à peine, qui permettrait de louer un véhicule. Donc, on commence en payant 495 $, et là, tout ce que je dis, c'est en dollars US, là, donc il faut quand même faire le taux de change dans sa tête. 495 $ de frais d'activation, et ensuite, on peut payer entre 599 $ par mois pour une Jetta et 799 $ par mois pour un Atlas. Et dans le fond, on l'a comme on a tout en gros là, où on aurait l'assurance, on aurait l'équivalent du CAA Volkswagen là, donc l'assistance sur le bord de la route, la maintenance et tout, avec un seul frais. Mais moi, je trouve que on peut s'en tirer pas mal moins que ça là. C'est cher quand même. Mais ça viendra jamais chez nous. Mais c'est parce que comme d'autres compagnies l'ont fait ailleurs, ils ne peuvent pas l'amener chez nous. Parce que le problème chez nous, c'est que les assurances automobiles varient d'une province à l'autre. Les réglementations ne sont pas les mêmes, les frais ne sont pas les mêmes. Chez nous, on a ce qu'on appelle un système sans égard à la faute. On paye une assurance au gouvernement pour avoir ce type de choses-là, mais ce n'est pas toutes les provinces qui ont ça. Donc, ils ne peuvent pas offrir, je veux dire, d'un océan à l'autre le même programme au Canada parce qu'il y a trop de normes différentes d'une province à l'autre. Donc, ça ne viendra jamais chez nous. Mais même à ça, je trouve que c'est une terribilité même à le présenter. Qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre des hausses de prix, on nous montre un système d'abonnement. Puis moi, après, quand j'en fais l'essai en tant que journaliste automobile, qu'est-ce que j'ai? J'ai un véhicule correct qui bug constamment. Je sais pas, personnellement, je suis pas impressionné moi-même là, ni des produits de Volkswagen, ni de leurs idées d'affaires là, dans les dernières années. J'ai hâte de voir où ça s'en va. C'est dommage parce qu'il y a quelques années à peine, les gens qui s'achetaient une Volkswagen le faisaient par enthousiasme, puis parce qu'ils aimaient conduire, puis ils aimaient le sentiment qui allait avec Volkswagen. Et on a perdu tout ça depuis quelques années. Depuis qu'en fait, et là, c'est une grosse affirmation, mais depuis qu'on a décidé de construire les voitures à Chattanooga, aux États-Unis, on est arrivé avec des modèles plus gros, moins performants, plus embourgeoisés, et on a perdu le tempérament agréable et amusant de conduite de Volkswagen. Et ça s'est traduit même dans les voitures électriques. Je veux dire, l'ID4, là, c'est un bon véhicule qui va bien, mais évidemment, quand les portes n'ouvrent pas, mais c'est pas un véhicule qui est super enthousiasmant à conduire. Là. Non, en effet. En effet. Puis, de toute façon, je veux juste passer tu parles de réputation et tout ça. Moi, quand je parle à des gens de ma tranche d'âge de Volkswagen, non seulement ils n'ont pas nécessairement l'enthousiasme, mais leur réponse, c'est souvent « Ah, la compagnie de tricheurs, là! » C'est malheureusement une réputation qui va être difficile à réparer, hein. Et moi, je pense que le Dieselgate leur a fait beaucoup plus mal qu'ils ne veulent bien le dire. C'est-à-dire que, d'après moi, tout leur plan d'avenir tournait autour de ça puis de quelques modèles électriques. Et là, ils ont été obligés d'abandonner tout cet élément-là. Je pense que ça leur a fait plus mal qu'on le pense puis qu'ils ont bien voulu l'exprimer. Mais bon. Ben écoute, je te dis, c'est quelque chose que j'ai entendu de façon récurrente quand on parle de Volkswagen, parler d'eux comme étant... Écoute, le mot tricheur, le mot tricheur, plusieurs, même on pourrait dire que c'est pratiquement de la fraude de se présenter de façon, en tout cas, je dis pas que c'est nécessairement mon opinion, mais c'est des choses que j'ai entendues autour de moi, qui clairement attirent pas les jeunes là, selon moi, les gens qui étaient à peine en âge de conduire quand c'est arrivé, puis ça a été dévoilé, je crois pas qu'ils ont le goût aujourd'hui de s'acheter des Volkswagen. Mais peut-être qu'ils ont le goût de s'acheter des Hyundai, par contre. Moi, c'est de ça que je voulais te parler aussi. Peut-être qu'ils ont le goût de s'acheter des Hyundai. Écoute, tu sais que j'aime l'Ioniq 5, tu sais que j'aime l'Ioniq 6. C'est pas nécessairement les jeunes qui vont acheter ce qui a été présenté, mais je suis vraiment content parce qu'on a présenté, ou du moins, on a donné un aperçu parce que la vraie présentation va être à la fin du mois de novembre, début du mois de décembre, probablement au Salon de l'Auto de Los Angeles. Peut-être que tu vas y être, qu'est-ce que j'en sais. Et on risque de voir l'Ioniq 9, Ioniq 9, EV9, hein, Kia, Hyundai, en Corée, c'est la même compagnie, c'est des compagnies sœurs, on peut voir le lien. C'est la version de l'EV9 chez Hyundai, mais qui a l'air carrément différente juste avec les photos qu'on a vues. Déjà, tout le monde le sait, là, je suis un grand fan de ces designs-là, je suis un grand fan de ce qu'ils font chez Hyundai en termes de folie, on va se le dire, hein, quand on regarde l'Ioniq 5, l'Ioniq 6, surtout la 6 qui a probablement plus de ressemblance avec ce qu'on a vu de l'Ioniq 9. Là, ce qu'on nous montre, c'est un VUS à 3 rangées, évidemment, électrique, mais qu'on promet super aérodynamique. Donc, dans la même veine que l'Ioniq 6, on n'a pas parlé de coefficient de friction, on n'a même pas parlé de motorisation, on a parlé d'absolument rien pour le moment en termes de détails techniques, mais
entre autres, on a pu voir il y a quelques années ce qui s'appelait le Hyundai 7, donc qui était un concept, là, et c'est pratiquement pareil quand on regarde les courbes, donc je serais pas surpris que parce que pour le moment, on voit juste la silhouette, là, mais je serais pas surpris qu'on voit des phares pixelisés semblables à l'avant. Je serais pas surpris qu'on voit un arrière comme ça, droit, un peu de la même façon. Donc, on voit pas énormément sur la photo, mais ce qui est certain, c'est que moi, je suis déjà extrêmement excité de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir voir au Salon de l'Auto de Los Angeles. C'est certain que c'est pas nécessairement un marché qui est pour moi. J'ai pas encore la petite famille qu'il faut que j'amène au soccer, mais c'est certain que la journée que je vais l'avoir, je vais être content qu'il y ait une Ioniq 9 parce que je la trouve très belle. Je fais juste dire ça pour le moment. J'ai aucune information technique, mais je la trouve très belle et j'ai hâte de voir ce qu'il y en a. Juste pour confirmer, la Hyundai 7 avait été présentée au Salon de l'Auto de Montréal, notamment. Donc, si vous étiez au Salon de Montréal à ce moment-là, elle avait été offerte, présentée là comme concept. Donc, on l'avait vu en vrai, mon cher. Mais c'est toi qui m'as parlé d'une autre affaire de Hyundai, par contre, hein? Le Hyundai Initium, toi qui aimes autant l'hydrogène. Oui, bien effectivement, Hyundai a décidé de ne pas abandonner le concept d'hydrogène. Il arrive avec un Hyundai Initium, un autre véhicule 3 rangées, 7 passagers, pour lequel on n'a pas encore beaucoup de détails non plus au point de vue technique. On sait seulement que c'est la 3e génération d'ensemble hydrogène. Rappelons qu'il y a eu quelques années des FCEV, il y a eu la fameuse Nexo, qui était... Évidemment, au Québec, pour le moment, l'hydrogène, c'est une utopie. Il y a une seule borne de recharge qui est située au centre de la ville de Québec et qui fonctionne une journée sur 2. Donc, évidemment, c'est pas le genre d'affaires qu'on va voir, mais ça prouve que les compagnies n'ont pas abandonné l'idée. Il faut aussi savoir qu'il y a des projets de développement de réseaux d'hydrogène au Canada. On veut faire une espèce de corridor entre le Saguenay et Vancouver. On est en train d'ailleurs d'établir ça. On l'a vu, rappelle-toi, en Alberta, on a vu que c'était en plein développement dans ce secteur-là. Donc, ça, si ça fonctionnait, ce qu'on a vu en Alberta, là. Ce serait incroyable. Mais même la compagnie, tu sais, rappelle-toi, on nous a parlé d'une compagnie qui voulait investir des milliards de dollars dans une usine. Et c'est eux qui sont en train d'établir le fameux corridor. Donc, ça pourrait arriver. Mais la voiture Hyundai, ben écoutez, elle est vraiment particulière. Elle a un petit look un peu sportif. On la présente même hors route sur certaines photos. Un design comme tu les aimes chez Hyundai, faire pixeliser, tout ce que tu veux qui vient avec. Ah ouais, même un petit peu trop pixelisé, hein. En avant, on dirait 2 logos Windows, là, c'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est un concept, là. Ça demeure Oui, un concept c'est sûr, pour le c'est un moment. concept. Et d'ailleurs, si ça peut donner une idée, là, je sais pas à quel point ton latin est bon, mais initium, ça veut dire le commencement. Donc, moi, je m'attendrais pas à ce que ça sorte vraiment chez nous, là, avant quelques années. Mon latin n'est pas parfait, mais initium, j'étais pas loin, là. C'est comme le verbe initier, comme le verbe, voilà. Ouais, ben c'est ça. Quand on parle du concept du commencement, là, je pense que ça va prendre un petit bout avant qu'on le voit chez nous. Donc, l'initium, c'est ça. C'est ce qui sera aussi présenté. Il a été présenté en Corée. Il va être présenté au Salon de l'Auto de Los Angeles à la fin du mois de novembre. On devrait donc avoir plus de détails à ce moment-là, mon cher. Et complète-nous ça avec quelques petites nouvelles agréables. Bon, ben génial. Si je te disais 4970 livres sterling pour une Porsche 911. Ben, je l'achète. Tu me dirais, ben ouais, n'importe quand. Si je te disais 4970 livres sterling pour une cafetière inspirée par la Porsche 911. Ça prendrait pas mal de café pour la rentabiliser, je te dirais. Puis si je te disais qu'il y avait une version à édition limitée où on faisait juste 911 unités et qui, elle, était 5270 livres sterling. Mais elle a quoi, cette cafetière-là? Elle est inspirée par la Porsche 911. Oui, mais c'est... Non, mais elle est inspirée par la Porsche 911. Donc, c'est quand même 9500 $ canadiens. Hein? Ouais. Mais bon, écoute, c'est sûr que c'est une lame Marzocco basée sur le filtre Linea Micra. Donc, écoute, là, je pense que c'est quand même pas du café d'amateur, là. C'est quand même un bon... d'après moi, ça doit faire du bon café, hein, surtout avec le petit moulin à café sur le côté qui est 1400 livres sterling. Écoute, ça te fait-tu un espresso en 3,2 secondes? Je sais pas, là, j'essaie de comprendre pourquoi je payerais ce prix-là. À 2500$ pour ton moulin à café, là, je pense qu'il va falloir que tu t'en fasses en maudit du café, comme t'as dit. Hein?
Je vais prendre un petit mortier et un pilon, puis moi, me le gosser moi-même, mon café. Là, c'est juste à ce prix-là. Là. Ben écoute, il y a une belle ligne dessus, écrit Martini Racing Porsche. Elle est très belle la machine là, elle est absolument magnifique. La Marzocco, c'est une marque extrêmement connue là, c'est une marque de luxe. Ok, je pense que c'est fait pour des gens pour qui s'acheter une cafetière comme ça veut rien dire. Non, effectivement, mais c'est impressionnant quand même, là. Par contre, j'ai un autre produit dérivé. Et peut-être que là, c'est ça qui va sauver Volkswagen. Hein? Est-ce que tu connais la partie Volkswagen numéro 00010 ZDK 259 101? Attends, c'est quoi tu dis, là? Alors, je vais te le copier-coller. C'est la partie Volkswagen, la pièce Volkswagen plutôt, 00010 ZDK 259 101. C'est du ketchup. Donc, c'est pour accompagner les saucisses, hein, Volkswagen, qui ont été créées en 1973, qui ont aussi un autre numéro de pièce, mais là, on passera Oui. pas un autre 5 minutes à le lire. Mais, effectivement, la pièce numéro, ce que j'ai dit, a été créée en 1996 et c'est du ketchup Volkswagen, donc qui était vendu uniquement, du moins en Europe, hein, je sais pas si c'était uniquement en Allemagne, mais qui était en Europe et pour la première fois, ça a été disponible sur le continent nord-américain. Évidemment pas chez nous, hein, aux États-Unis, on peut jamais avoir de fun nous ici, mais quand même, pour célébrer son 75e anniversaire aux États-Unis, ils ont lancé leur Gewurz Ketchup, donc leur ketchup épicé, leur condiment à la tomate officiel, avec le logo de Volkswagen dessus et son numéro de pièce. Voilà, je savais pas que ça existait, mais maintenant je suis extrêmement curieux. Mais il est vendu, il est fini, hein? Ben Le écoute, ketchup- ils ont vendu leur édition spéciale, mais s'ils en produisent depuis 93, clairement c'est possible de s'en procurer en quelque part. Hey, si on retourne en Allemagne un jour, il faut s'en trouver. Ça, puis les saucisses Volkswagen. Sincèrement, on pourrait se faire un spécial Gotchard currywurst là avec les saucisses et le ketchup de Volkswagen. Je pense que ce serait fantastique. Effectivement. Et on pourrait manger ça au doux son d'un V16 fait à OK. partir de 16 chainsaw. Pourquoi? Et qui? Garage 54. Donc, je pense qu'on a déjà parlé des gens de Garage 54. Je me souviens plus c'était pourquoi. Mais entre autres, ils ont mis une Lada sur des pattes mécaniques. Et je crois que c'était quand ils ont fait une suspension à partir de sièges de bureau qu'on en avait parlé. Mais Oui. je Oui. ne m'en souviens plus. Mais tout ça pour dire, c'est des gens assez fous qui, cette fois-là, ont pris 16 chainsaw, les ont mis ensemble et ont fait un V16 capable d'un assourdissant 72 chevaux. Ouh! Attends une minute, là. T'as un V16 et t'as 72 chevaux. Ça doit être bruyant. Ça doit être infernal. Ben, tu penses que c'est pourquoi que je t'ai dit qu'on allait manger nos currywurst au doux son du V16? Parce que je vous invite fortement, on pourrait même le partager sur notre page Facebook, à aller regarder le vidéo fait par Garage 54. Premièrement, c'est des fous, là. Juste regarder comment c'est fait. C'est très drôle. Mais en plus, le son que ça fait, juste une des scies à chaîne, c'est fou. Alors quand ils partent le moteur en même temps, là, à la fin, là, on entend pratiquement rien d'autre que ça. Donc, franchement, c'est des fous. Ça vaut la peine d'aller le voir. C'est le genre d'affaire qui fait que j'aime ça parler d'automobile avec toi. Parce que je pense que si on parlait juste des modèles électriques, là, qui sont presque tous pareils et qui se conduisent presque tous pareils, ce serait moins drôle que quand on parle du monde de même qui font des V16 à grands coups de chaîne, ça. Ah, ça, j'avoue que V16 avec une scie à chaîne. Là. 16 scies à chaîne en même temps. Là. 16? Ben oui, parce que c'est toutes les... un cylindre par scie à chaîne, hein? Tu travailles avec une, tu mets des écouteurs sur la tête pour avoir trop de bruit, puis là, 16, non, pas pour moi. J'aime le bruit des moteurs, mais il y a une limite, là, tu sais. Ah, c'est ça, tout à coup, le petit ronron, là, hein, ça dérange monsieur. Ouais, effectivement. Ben, c'est ça qui conclut, moi, de mon côté, mes nouvelles un peu niaiseuses, mais merci de m'avoir écouté comme d'habitude.
Ben, merci aux gens d'avoir été avec nous. Évidemment, on s'excuse encore du délai. On est très heureux que vous soyez avec nous encore une fois. On vous rappelle d'aller, bien sûr, nous aimer sur les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcasts, nous donner des étoiles. Ça nous aide beaucoup à se classer, même si on est, ma foi, ça va plutôt bien. Vous avez des commentaires aussi, info@gotchar.com, c'est encore plus facile. Vous pouvez bien sûr suivre la page Facebook Gotchar Podcast. On est sur TikTok, même si on n'est pas très actif. Bien sûr, nos pages Facebook, Marc Bouchard et William Bouchard, auxquelles vous pouvez poser des questions. Ça nous fait plaisir. Là-dessus, mon cher William, on se promet qu'on va tarder beaucoup moins pour la prochaine édition. Et on se dit, ben, à la prochaine. À la prochaine! Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.